Donc nous l'avons vu tout au long de ces 3 journées, l'idéal viril fait preuve d'une remarquable fixité. Même dans ses reconfigurations, on parvient à retrouver le stéréotype en creux. Ces valeurs socles ont également peu changé en quelques siècles. Néanmoins, elles ne se manifestent pas toujours de la même manière, selon l'appartenance de l'individu à tel ou tel milieu social. Le roman En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis met bien cela en évidence. La question de la virilité est centrale dans ce texte. Le jeune Eddie Bellegueule, un fils d'ouvrier du nord de la France, souffre de ne pas parvenir à répondre aux injonctions, malgré toute sa bonne volonté. Le narrateur revient sur son passé et tente de comprendre les rouages du processus d'exclusion dont il a été la victime. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge sur le poids de la norme dans ce roman. Quel rôle tient la communauté dans le cheminement identitaire individuel et que perd le personnage en ne parvenant pas à répondre à l'injonction à la virilité. La virilité étant une question obsédante pour le personnage, elle semble être partout où il regarde. Incapable de correspondre à cet idéal, Eddie ne parvient pas à trouver sa place. Cette incertitude, elle est originelle chez lui. Sa position dans la famille est tout aussi incertaine que sa position dans la communauté étendue. Donc en effet, il est l'enfant d'un remariage. Si son père affirme en public que son beau-fils est son premier garçon, il assure le contraire à Eddie en privé. Ce sont les citations. Non, non, Eddie, c'est pas mon premier gosse, parce que j'en ai 2 autres qui sont plus grands. Puis, t'es mon fils, quand même, mon premier gamin. Eddie est-il alors le premier enfant ou le 2e, ou le 3e? Or, il semble que la question soit plus compliquée encore. Le héros est en effet devancé d'une fausse couche. Le fœtus inachevé est tombé dans les toilettes avant terme. Donc ce bébé étron est un véritable raté dans la lignée, une première rupture. Eddie serait-il alors le 2e ou 4e enfant? Par ailleurs... Ah oui, pardon. J'ai le temps en fait. Donc par ailleurs, le père rêvait d'avoir une fille. Il lui avait même déjà trouvé un prénom. Mais comme le dit la mère, on t'a eu toi, vu qu'on avait perdu l'autre. Eddie serait donc un second choix, un remplaçant, une fille ratée. Il y a donc une véritable incertitude concernant sa place dans la lignée familiale. Donc qui compte vraiment? Les garçons, les filles, les seconds mariages, les fœtus morts? Donc quelle est la place d'Eddie dans tout cela? Le pouvoir d'attribuer des places revient à la communauté. Ce regard à force de loi. Il s'insinue dans le privé, évalue les individus selon une norme, soupèse les corps et les comportements. Déroger à la règle sous les yeux de la communauté, c'est s'exposer à la rumeur et surtout à la honte. 2 voix se posent dans le village. Celle des enseignants, promouvant le discours républicain officiel de l'égalité et du respect des différences, et celle des femmes, colportant la rumeur. C'est sur la place publique du village que la parole populaire et féminine prend toute sa puissance. Les femmes se réunissent au pied du monument aux morts, trônant au centre de la place. C'est donc un lieu de mémoire, vertical et phallique, érigé par l'État pour célébrer les hommes morts au combat, grande figure virile dans l'imaginaire social. La parole locale et populaire, horizontale, prend une importance institutionnelle sur cette place. Elle est surplombée par le récit national viril et pose à ses pieds le récit quotidien des hommes. C'est donc sur la place du village que la communauté détermine la place de ses membres, et ceux qui ne savent pas y rester sont rapidement remis à leur place par la force des commérages, des cancans, des racontards, en somme des histoires. La honte régit les comportements individuels. Qui ne veut pas être soumis à un véritable déshabillage public doit se soumettre à la loi coutumière. Ainsi, les hommes du village figurent la virilité dont ils sont supposés être les porteurs, tandis que les femmes transmettent la bonne parole et distribuent les bons points sur la place publique. L'histoire de Sylvain, un cousin d'Eddie, est à ce titre exemplaire. La grand-mère offre sa voix aux exploits de ce garçon plus dur que dur. Ses démêlés avec la justice, son refus d'obéir, sa violence ainsi que son effronterie envers les magistrats sont loués et admirés, tandis que les épisodes d'agression sexuelle subis en prison sont seulement évoqués à demi-mot, passés sous silence. Sylvain vit conformément aux règles coutumières réglant la virilité, mais il se heurte à la loi qui ne tient aucunement compte de la coutume. Pourtant, son histoire devient une véritable légende dans le village, donnant lieu d'exemples à suivre. Les travaux d'Erving Goffman ont mis au jour la dimension dramaturgique de la relation entre individu et communauté. En effet, pour Goffman, le travail quotidien consiste à donner des représentations théâtrales de soi, à employer la routine, le langage et le masque du théâtre pour se mettre en scène dans son ou ses rôles.
le roman donne à voir les mêmes rouages. Les personnages sont en effet passés maîtres dans l'art du déguisement, talent obligatoire si l'on souhaite échapper à la rumeur. Les champs lexicaux les plus employés dans le roman sont probablement ceux de la dissimulation et de la comédie. Ainsi, plusieurs lieux et moments dans le texte servent de scènes aux démonstrations viriles. Donc, par exemple, les douches communes dans les vestiaires, ou encore les fêtes de village pendant lesquelles les hommes ivres se déshabillent à la vue de tous. L'intimité masculine est en effet publique. Il faut montrer que l'on n'a rien à cacher alors que le texte met en évidence que tous portent un masque et jouent un rôle, celui de la virilité. Eddie est évidemment le plus soumis à cette spectacularisation des étapes de la vie masculine puisqu'il a tout approuvé. Il est d'ailleurs membre d'un club de théâtre, activité à laquelle il excelle. Son identité est intimement liée au déguisement et à la scène. Sa chambre est fermée par un rideau tenant lieu de porte. « Frappez au rideau avant d'entrer », indique la pancarte. Ce rideau de théâtre cache tant bien que mal l'intimité du jeune homme. Son homosexualité est visiblement un secret bien mal gardé, malgré la comédie à laquelle le héros se livre. La parole est également le moyen de déguiser les faits pour mieux maintenir les apparences. Comme toutes les femmes de la communauté, la mère d'Eddie est caractérisée par cette faculté. Un des chapitres du roman est d'ailleurs intitulé « Portrait de ma mère à travers ses histoires ». Et le mot « histoire » est ici à comprendre dans ses deux sens. Donc la mère transmet les anecdotes quotidiennes et l'histoire familiale, notamment celle du père. C'est donc elle qui détient la courte mémoire de la lignée. Mais elle est aussi celle qui raconte des histoires, au sens de fable, de mensonge. Elle raconte des histoires aux autres, mais elle se les raconte aussi à elle-même. Donc dissimulation et narration sont encore à l'œuvre ici. Bien qu'il ne corresponde pas au modèle viril comme son cousin Sylvain, Eddie en connaît tout de même tous les codes et se plie autant que possible à tous ses rites. Seuls ceux l'obligeant à se dénuder horrifient le jeune homme. Le jeune garçon, plutôt. Retirer le costume, faire tomber le masque des vêtements, prouver sa virilité en affichant sa nudité triomphante comme le font les autres hommes, est impensable pour le héros. Le seul moment où il accepte de découvrir publiquement son corps a lieu lors de la scène où il expérimente la sexualité avec son cousin et d'autres garçons. On comprend que cet accès au corps d'Eddie n'est possible que parce qu'il peut enfin, pour la première fois, abandonner le masque pour embrasser son homosexualité. C'est en baissant le pantalon qu'il se révèle enfin à lui-même. Le corps semble ici porter une vérité de l'identité. Lors de cet épisode d'expérimentation sexuelle, les 4 garçons vont jouer à le faire. Et donc se donner la réplique le temps d'une après-midi qui deviendra finalement récurrente. Or, le modèle imité est dès le début perverti. En effet, l'exemple qui est suivi est un film pornographique, donc déjà une déformation de la réalité. Les garçons font ainsi une mise en scène d'une mise en scène. Leur virilité se construit donc sur une fable, un fantasme, un récit s'inscrivant à la suite de nombreux autres. Ces relations sexuelles où Eddie se retrouve à faire la femme est une révélation pour lui. Serait-il né dans le mauvais corps? Serait-il une fille dans un corps de garçon? Cette explication semble préférable à celle de l'homosexualité. Eddie refuse d'endosser l'identité d'homosexuel. Et pour cause, l'homosexualité est bien difficile à porter dans cette communauté. En effet, face à la légende de Sylvain, le héros viril, une autre figure se dessine en contraste, un modèle négatif fonctionnant comme un repoussoir pour les hommes, donc l'homosexuel. Dans le roman, la figure de l'homosexuel est intégrée au folklore populaire moderne. Lors d'une soirée réunissant le village, le petit frère d'Eddie disparaît. Très vite, l'inquiétude monte et une peur tenaille les ventres. Ne serait-ce pas l'œuvre d'un pédophile, ce monstre dont la télé parle tant? Rapidement, les personnages superposent la figure du pédophile avec celle de l'homosexuel. Plusieurs éléments du folklore traditionnel sont réunis dans cette scène. Donc la nuit, l'odeur de la forêt qui emplit les narines, l'angoisse suscitée par cette figure jamais rencontrée mais dont les histoires font tant frémir. Le pédophile devient une figure maléfique qui rappelle le croque-mitaine. Ce dernier marque les interdits, que ce soit celui des lieux, donc comme la forêt, ou des moments, principalement la nuit. Le croque-mitaine kidnappe et mange des enfants imprudents, avec des variations selon l'imaginaire local. Le loup joue parfois ce rôle. D'ailleurs, plus loin dans le texte, cet animal est très clairement associé à l'homosexualité. Eddie est alors à un concert, et il partage un moment particulièrement érotique avec un homme collé contre son dos. Et cet homme porte un t-shirt où est dessinée une tête de loup, détail particulièrement fascinant pour le jeune garçon qui se résigne alors petit à petit à accepter son homosexualité.
Donc entre ces deux récits, celui de Sylvain et celui de l'homosexuel pédophile, Eddie sait donc très bien lequel est le modèle à ne pas suivre. L'incapacité du personnage à répondre à l'idéal fait de lui la cible de la communauté. Les comportements perçus comme féminins font du jeune héros la cible de deux garçons particulièrement violents. Leurs noms resteront inconnus jusqu'à la fin, faisant d'eux des représentants anonymes du groupe des hommes. Eddie, lui, se voit au contraire attribuer une multitude de noms. Donc squelette, fontaine, mais surtout la litanie d'insultes, pédé, pédale et tous leurs pseudonymes argotiques, gonzesse, également considérée comme une insulte, etc. Le seul nom qui n'est pratiquement jamais prononcé, du moins dans le discours indirect libre, c'est le prénom du personnage. Et pour cause, être nommé, c'est être classé. Or, le nom d'Eddie a été choisi pour être un nom de dur. Difficile pour lui d'être à la hauteur de ce nom, ce qui n'encourage pas le groupe à le désigner ainsi. Il lui préfère les insultes qui correspondent plus à l'identité qu'ils attribuent au héros. C'est donc la communauté qui distribue les places, notamment grâce au pouvoir de la nomination. C'est elle qui baptise et donne naissance à l'individu dans la société. Donc confronté quotidiennement à ces deux bourreaux, le héros se voit forcé de revêtir l'identité du bouc émissaire. Un véritable rituel se met alors en place. Tous les jours, les garçons frappent Eddie dans le couloir. Et tous les jours, Eddie revient, comme un rendez-vous qu'il se serait fixé, un contrat silencieux. Les violences deviennent coutumières et prennent elles aussi un caractère théâtral, avec leur rôle et leurs répliques. Asphyxié lors de l'une de ces cérémonies, Eddie entre dans un état second. Mon corps tremblait, semblait ne plus m'appartenir. Et effectivement, dans ces moments-là, son corps appartient à la communauté. Celle-ci exorcise ses peurs par l'intermédiaire des deux garçons désincarnés. Eddie pense lire les sourires de satisfaction sur les visages de tous ses camarades, comme le plaisir de voir et d'entendre ces garçons rendre justice, dire ce que tout le monde pensait tout bas. Il semble que les deux garçons s'attaquent à Eddie, perçu donc comme un contre-type de la virilité, afin de s'en distinguer et d'affirmer leur propre identité virile et leur hétérosexualité. Or, la répétition quotidienne de ce rituel amène Eddie à développer une proximité, à sens unique, avec ses tortionnaires, proximité qui prend parfois l'allure du sentiment amoureux et du désir. Alors qu'il est avec une fille, le héros va notamment chercher à déclencher une érection en imaginant ses bourreaux l'agresser sexuellement. La loi coutumière, rappelée par les garçons, contribue alors au récit du fantasme homosexuel, qui lui est supposé aider l'histoire amoureuse hétérosexuelle. Donc le héros altère vraiment tous les récits. On remarque également qu'Eddie embrasse étonnamment son rôle de victime, bien que ce soit dans la douleur. Il dit lui-même se sentir en partie responsable. Si l'acceptation de ces passages à tabac quotidiens est présentée comme la volonté de ne pas officialiser la position de bouc émissaire, on voit bien qu'il s'agit en vérité d'un secret de polichinelle. Tout le monde le sait. Donc si Eddie se plie au rite, c'est parce qu'il lui donne en vérité une place dans la communauté. Nous l'avons dit, c'est un personnage qui ne parvient pas à se situer. Il est visiblement plus simple pour lui d'accepter la place de victime que ces garçons lui offrent. Tout plutôt que d'être officiellement l'homosexuel du village. Eddie s'engouffre dans ce rôle de bouc émissaire tant que sa quête identitaire frénétique et désespérée le pousse à tout faire pour adhérer à la norme. Le bouc émissaire, au moins, a sa place dans la communauté, il y joue un rôle. Donc la question de l'identité est centrale dans ce roman et est intimement liée au terme de gueule. Donc je vais reprendre ici l'expression que Sophie Ménard utilise pour parler de l'assommoir. Donc En finir avec Eddie Bellegueule est un roman de la gueule, et non pas au sens que donne Sophie, qui parle, elle, de confusion discursive entre la mendication et la parole dans le roman de Zola. Chez Édouard Louis, le terme de gueule traverse le roman. Donc on compte au total 21 occurrences dans le texte, principalement utilisées dans le discours indirect libre. On distingue deux types d'emploi du mot. Le premier a trait au visage, à cette partie du corps qui est la première que l'on présente au regard extérieur. La gueule remet constamment les personnages à leur place, notamment par les bagarres déclenchées par les hommes. Donc, par exemple, baisse les yeux ou je te pète la gueule. Je vais lui déchirer sa gueule, je vais le défigurer. Pourquoi tu souris, abruti? Tu te fous de notre gueule? Défonce-lui la gueule, etc. Le second emploi consiste à faire taire, à réduire au silence. Une autre manière donc de remettre à sa place celui ou celle qui parle au mauvais moment ou qui n'en a pas la légitimité. Et commence pas à l'ouvrir, belle gueule, grande gueule. Ferme ta gueule, ou vous gueulez les mouettes. On le sait, Eddie va se voir d'ailleurs reprocher de parler trop fort, donc en somme de gueuler trop fort. On pense également à toutes les expressions argotiques qui ne sont pas explicitement utilisées dans le texte, mais qui rappellent pourtant les principales thématiques du roman.
Donc par exemple, avoir une grande gueule, casser la gueule, se foutre de la gueule de quelqu'un, avoir la gueule de l'emploi, mais aussi se jeter dans la gueule du loup. Cependant, on retrouve le terme bien plus tôt encore, dans le titre et dans le patronyme du héros. Eddie lutte pour être enfin à la hauteur de son nom de famille, belle gueule, pour avoir la gueule de la communauté, pour l'incorporer, sans succès. Le projet du roman s'oppose alors à tous les efforts déployés pendant la plus grande partie du récit. Parce qu'en finir avec Eddie Bellegueule revient finalement à en finir avec la gueule, avec la classe sociale à laquelle ce mot est associé, avec l'identité donnée par cette communauté, donc fils d'ouvrier, bouc émissaire, et l'image d'une homosexualité honteuse. Eddie, après avoir voulu obéir à la norme, tente de lui échapper à la fin du roman. J'aimerais maintenant m'intéresser au roman d'un point de vue graphique. Dans un des derniers numéros de la revue Capture, consacré à l'imaginaire de la ligne, Véronique Nocart affirme qu'une œuvre est, et je cite donc, toujours tributaire d'un imaginaire graphique puissant à l'intérieur duquel la ligne, le mot et l'idée s'assemblent, s'unissent, se rejoignent, au point parfois de devenir indiscernables les uns des autres. La ligne crée au sein des œuvres des cadrages esthétiques, imaginaires et symboliques précis. Donc ainsi analysé d'un point de vue graphique, le roman d'Édouard Louis semble dessiner un cercle. En effet, le temps de la communauté est marqué par la répétition des événements, des destinées, des rites et des cérémonies. Les conversations tournent toujours autour des histoires du village, les mêmes, se répétant de génération en génération. C'est un temps qui est donc présenté par le narrateur comme extrêmement lent, répétitif et donc parfaitement circulaire. L'espace des personnages est également délimité par un cercle d'action. Ils se marient entre voisins, les femmes se retrouvent au foyer ou sur la place du village, et les hommes à l'usine ou au café. Quant aux garçons, ils se cantonnent à l'arrêt d'autocar. Ils restent donc à un seuil, ne prenant jamais le bus pour les amener hors du cercle. Et quand les garçons sont en âge d'obtenir le permis de conduire, ils travaillent à l'usine pour se l'offrir, marchant ainsi dans les traces de leur père. Mais la voiture ne donne qu'une illusion du déplacement puisqu'ils restent tout de même dans les limites du cercle, ne s'éloignant jamais bien loin et reproduisant les soirées passées à l'arrêt de bus dans l'habitacle de la voiture, donc toujours au seuil de la mobilité. C'est un monde qui est donc présenté comme clos et tournant littéralement en rond. L'unicité du destin contraint Eddie à tout faire pour entrer dans le moule, à tenter de raccrocher au droit chemin, donc à la ligne. Donc, une ligne. Or, son corps à lui, et notamment ses mains, forment des arabesques. Donc je cite, « Chaque fois que je prenais la parole, mes mains s'agitaient frénétiquement dans tous les sens, se tordaient, brassaient l'air. Calme-toi, tu peux pas arrêter avec tes gestes de grande folle. » Tes grands gestes de folle, j'ai inversé. Les courbes de son corps s'opposent à la ligne droite et unique de la norme virile. Pour être un homme, un vrai, il faut s'endurcir, se rigidifier, faire une ligne droite, en somme être un dur. Sa sexualité redouble cette opposition. Donc en anglais, l'argot désigne l'homosexualité par le terme bent, donc signifiant plié, courbé, tordu, et l'hétérosexualité par straight, signifiant droit. C'est également les réminiscences de son homosexualité qui seront à chaque fois une rupture de la ligne et du cercle de la vie quotidienne. Son incapacité à reconduire les codes et les traditions est une dislocation continue et une multitude d'arabesques. Donc tant qu'Eddie joue le rôle de l'hétérosexualité, il est condamné à la répétition et à l'immobilité. Ainsi, sa relation avec Laura l'enferme tous les soirs dans la cabine téléphonique près de l'arrêt de bus. La défaite du corps à se masculiniser et à s'hétérosexualiser conduit Eddie à fuir la communauté, à marquer donc une rupture dans la ligne et donc à sortir du circuit fermé. La fuite est une scission franche et nette avec le cercle de la communauté. En apprenant son acceptation au lycée d'Amiens, Eddie va s'élancer hors de la maison familiale. Donc je cite, « Je ne voulais pas rester à leur côté. Je refusais de partager ce moment avec eux. J'étais déjà loin. Je n'appartenais plus à leur monde désormais. La lettre le disait. Je suis allée dans les champs et j'ai marché une bonne partie de la nuit, la fraîcheur du nord, les chemins de terre, l'odeur de colza très forte à ce moment de l'année. Toute la nuit fut consacrée à l'élaboration de ma nouvelle vie loin d'ici. » Donc cette lettre est le seul support de l'écrit apparaissant dans le roman. L'écriture officielle va changer la vie d'Eddie en s'opposant au corps et à la voix de la communauté, marquant ici clairement une rupture. Donc c'est ironiquement le théâtre qui lui ouvrira une porte de sortie. Toute une vie à faire semblant lui permet soudainement d'échapper à la fatalité du destin social. La nuit que fut son enfance lui permet de trouver une issue vers la lumière du jour.
Eddie se réapproprie son identité en cherchant à se faire une place ailleurs que dans la communauté d'origine. Ce passage fait aussi écho aux longues marches à travers champs pour rejoindre les cours de théâtre. Donc, lieu de marge et d'ensauvagement marquant à première vue sa marginalité, les champs sont également synonymes de germination et annoncent une renaissance, une réécriture de l'histoire individuelle. Donc, ne dit-on pas d'ailleurs passer à travers champs ou encore prendre la clé des champs? Ces formules rappellent une expression similaire, soulignant également la dimension graphique du roman, donc prendre la tangente. Cette locution a été employée par les étudiants de Polytechnique pour signifier s'enfuir de l'école. Donc, sur leur uniforme, l'épée, donc un grand symbole phallique, on l'a dit, était tangente à la bande du pantalon. Et en géométrie, une tangente est une droite qui touche en un point une courbe ou un cercle. Eddie, lui, s'enfuit de l'école de la virilité ouvrière pour gagner les rangs de l'école républicaine. Il quitte le cercle de la communauté à laquelle il appartient à un point de sa vie, et le mouvement de fuite se décide alors comme une droite s'élançant loin du cercle. Une droite certes, mais différente de celle de la communauté. Eddie crée donc ici sa propre ligne, une tangente. Malgré tout, le personnage reste intimement marqué par les courbes de l'errance. Bouc émissaire devenu transfuge, Eddie n'appartient véritablement à aucune communauté. Marginalisé parce qu'il n'était pas assez homme dans le groupe d'origine, il ne parvient pas non plus à s'agréger complètement à la société plus aisée qu'il fréquente. Donc, issu d'une culture sociale différente, il est à nouveau contraint de mentir, de faire semblant. Impossible également de faire marche arrière puisque les nouveaux codes incorporés n'ont pas de place dans le village et suscitent toujours la même réaction. Comment il parle, l'autre? Pour qui il se prend? Ça y est, il va à la grande école et il se la joue au monsieur, il nous sort sa philosophie. La non-appartenance est donc une véritable malédiction pour Eddie. Toutes ces années douloureuses sont racontées par un Eddie plus vieux, visiblement parvenu à poursuivre sa fuite sociale et jetant un regard rétrospectif sur son passé. L'écriture cherche à expliquer les événements et les comportements, à leur trouver un éclaircissement grâce à la sociologie. Deux niveaux de langue s'opposent ainsi dans le roman, celui de la communauté quittée et celui du Eddie transfuge passé par les études. La forme classique du dialogue, donc avec les guillemets et les tirets, n'est pas adoptée par le narrateur, mais le narrateur en tout cas va veiller à toujours bien distinguer le locuteur de son propre discours. L'écriture n'incorpore pas l'oral au point de se laisser contaminer par ses marqueurs et son argot. Le narrateur souligne les deux registres de langue en répétant 2 fois de suite une parole afin d'en proposer 2 versions différentes, la sienne et celle des autres, en italique. Donc par exemple, les rumeurs disaient qu'il était mort dans les déjections. Il est mort dans sa pisse et dans sa merde. Quand il est revenu, il tenait dans la main un film pornographique. Un film de cul que j'ai volé à mon père. Eddie s'autorise également à traduire en termes sociologiques des événements. Ainsi, la légende de Sylvain, le cousin viril, est transformée par l'écriture et devient un simple témoignage, lui faisant perdre donc son caractère mythique et le ramenant à un simple cas d'étude. L'écriture se fait froide et désincarnée. Elle se place du côté de la loi, juridique pour Sylvain, grammaticale et syntaxique pour le reste du temps. Le texte s'emploie par ailleurs à malmener la temporalité. Or, nous l'avons dit, la communauté est marquée par la linéarité temporelle et la répétition. Eddie, lui, découpe constamment la ligne du récit. Donc ellipse, prolepse, aller-retour constant dans le temps pour narrer une nouvelle anecdote. Il ne cesse de briser la ligne et le cercle cher à la communauté. Le Eddie narrateur travaille donc à se distinguer clairement du Eddie narré et de sa classe sociale d'origine. L'écriture semble ainsi achever le détachement du personnage à sa communauté d'origine. Le narrateur sociologue se présente ainsi comme libéré du droit coutumier, sorti du cercle dans lequel il évoluait tant bien que mal, pour enfin réfléchir objectivement au mécanisme de son exclusion. Pourtant, au moment où il écrit, il semble encore continuer désespérément sa quête d'appartenance. Évoluant dans un milieu universitaire, Eddie s'échine à se construire contre ses parents, contre sa famille, et donc à se penser constamment par rapport à ce modèle pour parvenir à s'intégrer à la nouvelle communauté. Il dit même mentir à ses camarades pour ne pas avouer son origine sociale. Il retombe ainsi dans le même processus de travestissement et de création d'un récit de soi pour marquer l'appartenance au groupe, faire comme jusqu'à parvenir enfin à être. L'écriture témoigne également de cette volonté de marquer sa nouvelle appartenance. Eddie étale le vocabulaire incorporé grâce à l'école, donc que ce soit la prose très normative ou les analyses sociologiques. Il s'inscrit d'ailleurs dans la droite lignée de Bourdieu, celui-ci devenant le nouveau père intellectuel,
Eddie se crée donc une nouvelle filiation. Ce besoin implacable d'appartenir à une communauté, donc de trouver sa place, est une véritable idée fixe. Comme la communauté, le narrateur tourne donc visiblement lui aussi en rond dans sa recherche désespérée d'une ligne à suivre. Donc pour conclure, que perd-on quand la virilité nous fait défaut? Dans le cas d'Eddie, c'est l'appartenance à un groupe qui disparaît. L'idéal viril détermine l'identité et la trajectoire sociale du personnage. Si son homosexualité l'isole du groupe, elle est aussi celle qui lui permet d'échapper à son destin social, dont la fatalité est particulièrement écrasante dans ce roman. Néanmoins, comme il le reconnaît lui-même, l'apprentissage de la masculinité ouvrière laisse encore des traces chez lui. Certaines valeurs ont été incorporées et perdurent. Donc son homosexualité ne le préserve nullement du pouvoir de la virilité. Même s'il ne parvient pas à répondre aux injonctions, le héros se construit dans un premier temps avec, puis contre ce modèle, donc toujours par rapport à lui. La théâtralité et le mensonge permanent mis en évidence par le roman permettent également de mettre au jour la puissance narrative de la virilité. C'est un idéal qui est donc intimement lié à la création du récit de soi et du récit que l'on fait de soi. La virilité s'inscrit dans la loi coutumière. Elle se construit sur des récits mettant en scène des modèles à suivre ou à condamner. C'est donc un idéal particulièrement narratif qui s'intrique dans le quotidien et dans l'imaginaire social et qui structure donc et ordonne la société. La virilité suit une ligne, mais, donc tout comme la communauté, elle tourne également en rond. Merci.